Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Enguerrand de Maison du Muscle, on se retrouve pour le premier épisode de Step Talking. Qu'est-ce que ça veut dire Step Talking? De quoi allons-nous parler? Tout simplement, si vous faites la traduction en français, ça vous donne un certain indice. Step Talking, donc marche parlante, on peut traduire ça. Tout simplement, on va profiter du fait de brûler certaines calories en marchant sur un tapis, en parlant de sujets divers et variés. Dans ce premier épisode, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de parler de ma séance du jour, de voir spécifiquement dans cette séance-là quel exercice j'ai mis, à quel endroit, pourquoi, qu'est-ce que travaille cet exercice-là, tout en analysant certains types de mouvements, en vous donnant certains tips afin de bien faire le mouvement de manière sécuritaire, mais également bien mettre l'attention sur l'endroit désiré lorsque vous allez éventuellement refaire un exercice du même type. Nous sommes actuellement le mercredi 4 septembre, il est 16h17. Actuellement, je suis sur 5 entraînements par semaine, donc lower A, push-pull, repos, lower B, upper et repos. Vous l'aurez compris, cette séance pull, finalement, elle est focus pour tout ce qui sera un mouvement de tirage, mais donc pour le haut du corps. Rentrons dans le vif du sujet, la séance pull. On se retrouve pour le premier exercice de cette séance pull, à savoir le tirage vertical unilatéral pour focus le grand dorsal, plus précisément la portion iliaque, donc basse des grands dorsaux, en position étirée. Comme vous pouvez le voir, cet exercice, je le fais de manière verticale. Que vous fassiez un exercice pour focus grand dorsal de manière verticale, semi-verticale ou horizontale, il faudra toujours mettre en place certaines astuces, certains types de mouvements pour être sûr de bien focus le grand dorsal. Quels seront ces types de mouvements? Il y aura notamment le fait d'effectuer une rotation médiale du bras, en ce sens d'avoir le coude près du buste pendant tout le mouvement, et je dis bien tout le mouvement, que ce soit pour la concentrique quand vous allez faire ce type de mouvement, ou même quand vous allez faire votre excentrique, il faudra toujours garder le coude près du buste, et parfois ce que vous pouvez voir quand les gens font leur mouvement, même si c'est focus grand dorsal, là le coude est bien près du buste, mais pour l'excentrique, ils vont ramener le coude vers l'extérieur. Vous allez perdre l'attention au grand dorsal. Deuxième tips, quand vous allez rapprocher votre coude donc près du buste, mais tirer non pas de manière droite, mais tirer en arc de cercle, comme si vous vouliez faire une virgule en ramenant le coude vers les hanches. Donc voilà, deux types de mouvements mis en place. Troisième tips, avoir une prise neutre ou légèrement supinée pour effectuer son mouvement de tirage. Quatrième tips, mettre des sangles pour éviter les facteurs limitants qui seront ici potentiellement le brachial et le brachioradial, l'avant-bras. Ça vous permettra de vraiment focus sur le groupe musculaire que vous voulez viser, à savoir ici le grand dorsal, sans avoir trop de limitations et de compensations connexes. Également intéressant, au même titre que le coude, ne pas l'écarter vers l'extérieur pour l'excentrique. Pareil pour la prise, garder une prise neutre ou légèrement supinée, mais pendant tout le mouvement, pareil quand vous allez être en excentrique. Ne pas ouvrir votre poigne et mettre en pronation sur l'excentrique. Ensuite, et ça c'est pareil pour tous les exercices, que ce soit pour vertical, semi-vertical ou horizontal si vous voulez focus votre grand dorsal, il faut entamer le mouvement avec une dépression ou un abaissement de l'épaule. Il faut réussir à dissocier la flexion de coude, comme vous pouvez le voir ici, de comme si, imaginons, quelqu'un venait appuyer sur vos trapèzes supérieurs ici, vous allez faire une dépression des scapulas, abaisser vos omoplates, ça va venir raccourcir vos grands dorsaux, et de manière proprioceptive, si de l'autre côté vous prenez votre main et que vous la mettez sur votre grand dorsal, si vous avez cette volonté d'abaisser votre épaule, donc comme si on poussait vos trapèzes vers le bas, ça va contracter vos dorsaux et vous allez le sentir. Et ça, c'est le type de mouvement avec lequel il faut entamer le mouvement pour focus grand dorsal, que ce soit vertical, comme ceci, ou à l'horizontale, comme ceci, ok ? Également faire attention parce qu'on parle de dépression ou d'abaissement d'épaule, mais on ne parle pas d'inclinaison du buste. Ce n'est pas là un des rôles des grands dorsaux. Et si vous faites votre mouvement en inclinant trop votre buste sur le côté, quoi qu'il en soit, vous allez perdre l'attention au point de vue du grand dorsal parce que votre coude éventuellement ira vers l'extérieur, donc vous serez plus trapèze médian ou inférieur, et où éventuellement vous ne serez plus vraiment aligné avec les vecteurs de force du mouvement que vous êtes en train de faire. Maintenant, c'est comme tout type de mouvement. Ici, je le fais à la poulie, tout simplement parce que c'est le meilleur compromis possible dans ma salle de sport vis-à-vis de ce que je veux bosser et dans la position à laquelle je veux travailler. Possiblement, vous pouvez le faire également avec des machines, mais toujours à prendre en compte quand vous voudrez faire un exercice. Il y a effectivement des machines qui sont plus ou moins conçues, mais quoi qu'il en soit, ça sera toujours à vous de vous adapter suivant vos capacités actuelles, ce que vous voulez bosser, et suivant les capacités que vous donne la machine. Et si la machine ou les poulies ne vous permettent pas de vraiment tout manipuler pour être parfaitement ajusté, eh bien ce sera à vous de vous ajuster
ajuster par rapport à ces paramètres-là. Typiquement, la poulie, si simplement, même si on applique tous les tips que je viens d'énoncer, mais que vous vous placez droit, imaginons comme vous pouvez le voir sur ma poulie là, j'ai 2 embouts possibles, donc je mets une poignée dans chaque poulie. Si seulement je me place de manière droite, je prends cette poulie là et je tire comme ceci, et bien vous voyez que là mon tirage est totalement droit, je suis biceps. Ok, si là je me dis un petit peu mieux, j'essaie de chercher la poulie qui est à l'opposé du côté où je veux tirer, ok, j'aurai une forme d'adduction transversale, donc peut-être que je vais aller chercher comme une forme de pull around, un plus grand étirement de mon grand dorsal parce qu'il va venir s'enrouler autour de ma cage thoracique, donc peut-être plus pertinent, mais pareil, si je fais pas attention, hop, mon tirage sera très vers l'extérieur. Maintenant, même si j'applique le coup de prise neutre, rotation médiale, abaissement d'épaule, légère inclinaison et que je fais mon mouvement, ça va vers l'extérieur. Alors que maintenant, si vraiment je fais encore plus attention et que dès le début du mouvement, si je veux prendre la poulie qui est de ce côté-là, je fais une rotation, une torsion du buste et que mes points articulaires sont alignés entre coude, poignet et épaule, je m'aide de mon autre main pour descendre la poulie, mais donc là c'est l'alignement que je devrais garder pendant tout le mouvement de tirage parce que je suis bien aligné vis-à-vis de mes points articulaires, du vecteur de force de la poulie, la ligne directrice, la force d'entrée de la poulie et des fibres musculaires que je veux bosser. Donc comme ça, je me place, tac, la jambe droite, je la mets sous le pad, en retrait de la poulie pour pouvoir effectuer un mouvement qui sera de tirage diagonal et non pas droit, donc en retrait par rapport à la poulie. Si je suis trop droit par rapport à la poulie comme ça, hop, mouvement droit, biceps. Si je suis un peu en retrait et que le pad, je le mets juste avant mes genoux, ça me permettra justement d'effectuer un mouvement qui sera plus diagonal et plus focus grand dorsal. Donc dans l'idée, on répète, je prends l'opposé, je m'aide, point articulaire tout aligné, diagonal avec ma torsion de buste, tac, le pad juste avant les genoux, l'autre jambe, point d'ancrage, je la mets à 90 degrés à l'opposé, tac, inclinaison, rotation médiale, tout ce qu'on a indiqué. Là, je me tiens, je fais pression, je tire, comme ça je suis bien stable et ça me permet d'effectuer le mouvement. J'ai une giga amplitude, je suis hyper à l'aise en termes d'amplitude concentrique et excentrique et surtout je suis totalement aligné avec les fibres que je veux bosser. Je peux générer de la force et avoir une maximisation d'optimisation de l'hypertrophie de mon grand dorsal. Avec tout ce qu'on a énoncé, vous l'aurez compris, c'est très différent de simplement se positionner sous la poulie et effectuer un tirage comme ça. Si je me mets de profil comme ceci, où là vous serez full biceps, brachial majoritairement, de ce qu'on vient d'énoncer, tac, je tire, très grande amplitude, mouvement diagonal, je suis vraiment aligné avec les fibres que je veux bosser et en termes de bras de levier des épaules et du coude, c'est bien plus pertinent, je n'ai pas de déperdition de force. Voilà, ça c'est le type de mouvement que vous devriez potentiellement faire pour maximiser l'optimisation du recrutement des grands dorsaux. Deuxième exercice ici, on se retrouve pour le tirage horizontal unilatéral à la poulie basse, toujours pour focus le grand dorsal, mais cette fois-ci plus la portion thoracique, donc les fibres qui seront à l'horizontale et en position cette fois-ci plus raccourci. Quand on parle de position, il faut voir l'endroit où on aura le max de tension pour faire un exercice. Là, on aura la poulie qui sera à 90 degrés pendant tout le mouvement, donc la force d'entrée sera constante pendant tout le mouvement. Là, on aura autant de tension pendant tout le mouvement et vu que anatomiquement, ça va me permettre de raccourcir au maximum les fibres thoraciques du grand dorsal, on peut dire que c'est un exercice qui aura le maximum de tension en position raccourcie. Là où pour l'exercice précédent, la tension sera majoritairement quand j'aurai la poulie à 90 degrés par rapport au vecteur de tirage, donc via la poulie, j'aurai pas vraiment le maximum de tension quand je serai en position étirée, mais anatomiquement, je serai en position totalement étirée, d'autant plus si je fais l'adduction au début du mouvement, l'adduction transversale, mais dans l'idée, ça matche relativement tout de même bien et c'est tout de même cohérent, c'est pour ça qu'on dit qu'avant c'était un mouvement plus pour focus en position étirée et celui-ci plus pour focus en position raccourcie. Comme vous pouvez le voir, toujours dans cette histoire de pouvoir avoir le plus de stabilité possible, ne pas être dérangé pendant le mouvement et avoir le maximum de points d'ancrage possible, à l'endroit où je vais vouloir tirer pour bosser, je vais mettre mon pied relativement plus bas que l'autre côté où le pied sera plus haut, de telle sorte que moi ça va me permettre de pouvoir faire contralatéralement point de pression. Encore une fois, je vais prendre ma main avant mon genou ici et je vais faire pression comme ça. Quand le vecteur de force de la poulie du tirage va me ramener vers l'extérieur de ce côté-là, si j'ai pas de point de pression, hop, je vais faire une rotation thoracique et je vais m'aider de certains groupes musculaires, je vais compenser, ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est maximiser le recrutement d'un muscle en cherchant à étirer et raccourcir
le plus possible l'insertion de l'origine d'un muscle. Donc si vous commencez à compenser arbitrairement en exagérant le type de mouvement, en mettant en jeu d'autres articulations ou d'autres muscles, vous n'aurez pas seulement les points articulaires d'intérêt qu'on veut mettre en place, donc artificiellement vous allez plus bosser, en tout cas bosser d'autres choses que ce que l'on veut et pas optimiser le recrutement de ce que l'on veut. Pour le tirage à la poulie basse, c'est pour ça que le but c'est de rester buste vraiment relativement bien droit, on fait pression, on ne bouge plus, comme on a annoncé, rotation médiale du bras, coude près du buste pendant tout le mouvement, abaissement d'épaule, et l'on fait ce mouvement en ne compensant pas en termes de rotation, en termes de flexion également et d'extension de la colonne, pas de flexion thoracique non plus, on reste droit, tac, et on fait ce mouvement de tirage avec le coude qui s'arrête au niveau du buste, car si vous allez plus loin, vous serez plus sur une extension de l'épaule et du triceps, majoritairement vous perdez de l'attention au point de vue du grand dorsal, vous voyez que vous serez obligé également de faire une sorte de flexion thoracique en haut de votre thorax, bref, encore une fois, pas forcément adéquat de toujours chercher le plus d'amplitude possible. Maintenant, pourquoi l'unilatéral? Tout simplement parce que pour certains types d'exercices, suivant certains paramètres de comment vous êtes constitué, notamment la convexité, la densité de votre cage thoracique et la largeur de vos clavicules, il pourrait être plus intéressant de faire en unilatéral car ça vous permettra de vraiment totalement, optimalement pouvoir vous placer suivant ce que vous voulez bosser et raccourcir et tirer totalement. Là où si vous avez plusieurs prises dans votre salle de sport, eh bien peut-être que ça sera trop serré et vous voyez qu'en termes d'étirement grand dorsal, par exemple, si vous avez une prise triangle, vous pourrez très bien étirer votre grand dorsal, mais à partir de cette amplitude-là, eh bien moi par exemple, je peux pas du tout plus raccourcir mon grand dorsal et je serai full biceps si j'essaie d'aller plus loin. D'une autre manière, si vous prenez trop large, vous voyez que vos coudes, même si vous restez en prise neutre, auront tendance à aller vers l'extérieur et même si vous vous dites ok, je fais une rotation médiale pour maximiser le recrutement de mes grands dorsaux, il se peut que vous soyez limité justement en termes d'épaule, gléno-humérale, de capacité, que ce soit très compliqué pour vous de rester en rotation interne comme ceci pendant tout le mouvement et que dans tous les cas, même en termes d'amplitude, vous voyez que là je commence à dévier même si j'essaie de rester le plus proche possible, mais en termes d'amplitude je serai limité. Alors qu'en unilatéral, toujours si je m'ajuste bien, hop, le mouvement sera totalement différent. Bien évidemment, on fait attention à prendre un temps de repos également entre chaque bras quand on fait de l'unilatéral afin de bien récupérer et un temps de repos global après avoir fait les deux mains avant de réentamer la prochaine série. Le troisième exercice de cette séance est un exercice de tirage vertical cette fois-ci, plus coude ouvert pour focus majoritairement rhomboïde, terrestre, trapèze médian et inférieur, éventuellement un petit peu de deltoïde postérieur également. Alors ce sera cette fois-ci en position étirée. Comme vous pouvez le voir sur cette exécution, en ce moment je prends une prise prime avec prise neutre parce que j'ai eu quelques soucis de gêne brachio-radial et brachial ces derniers temps et le fait d'avoir une bonne abduction et de mettre ma main en pronation lorsque je cherchais l'étirement, ça me gênait un peu au point de vue de l'insertion distale de mon brachial. Dans l'idée, pour faire cet exercice, maintenant je mets moins intensif, j'ai un plus gros volume et je fais attention à bien maximiser l'étirement et le raccourcissement de mes trapèzes tout en limitant l'étirement de tout ce qui sera brachial, brachio-radial et biceps brachial pendant cet exercice. Au sens où, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir un étirement complet de votre grand dorsaux sans aller chercher une extension de coude complète, tout simplement parce que votre grand dorsal va venir s'insérer en haut de votre humérus si vous voulez, pour simplifier. Si vous voulez totalement étirer votre grand dorsal, que vous soyez comme ceci ou que vous soyez comme ceci, ça n'aura pas du tout d'incidence. Comme si vous faites un tirage vertical, on l'a annoncé tout à l'heure, entre faire ce mouvement-là et ce mouvement-là, dépliant le bras, le fait de déplier le bras anatomiquement, vu que votre grand dorsal ne va pas s'insérer en haut de votre main, vous n'allez pas plus l'étirer et donc éventuellement, peut-être qu'avec cette extension de coude, vous allez mettre plus de tension sur vos tendons, vos tissus conjonctifs, peut-être que vous n'avez pas les capacités actuelles, donc peut-être qu'il serait mieux d'éviter. Bref, là je précise également pourquoi je fais cet exercice avec cette prise, parce qu'actuellement pour moi ça avait du sens. Maintenant, court rappel à faire, il n'y a pas de bon ou de mauvais exercices, enfin si, quoique il y a des exercices qui sont pas forcément pertinents dans tous les cas, mais c'est toujours une question d'adaptation, de voir ce que tu veux bosser, pourquoi et comment tu veux le bosser, quelles sont tes capacités actuelles, et d'agencer cet exercice en fonction de toi et de comment tu veux bosser. Et c'est pour cela qu'on retrouve pour ce nouvel exercice une élévation latérale sur banc incliné pour focus mes deltoïdes médians en position raccourcie, et vous pouvez voir que je monte relativement haut, je suis à environ 110 degrés d'abduction, là où pour la majorité des pratiquants, vous verrez, ou même leur coach leur demanderont de s'arrêter à environ 90 degrés d'abduction. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il semblerait qu'on ait un maximum de raccourcissement lorsque l'on atteint justement ces 110 degrés d'abduction, également parce que j'ai les capacités et parce que moi ça me fait du bien d'un point de vue de me mouvoir
mouvoir dans tous les aspects de l'espace, d'avoir des amplitudes plus complètes sur ce type de mouvement d'élévation. J'en ai les capacités et ça me fait du bien. Également, en termes de type, c'est un exercice qui est compliqué à mettre en place. Il faudra faire une élévation, non pas totalement à 90 degrés d'abduction, mais plus dans le plan scapulaire, c'est-à-dire dans l'alignement de vos fibres du deltoïde médian, donc légèrement vers l'intérieur. Également, faire attention à ne pas se dire que la charge, vous la mettez en haut, donc dans votre main, donc c'est de là que tout part, et chercher à absolument lever la charge par cette main. Non, plus se dire que là, ce que l'on cherche à bosser, c'est ces deltoïdes médians. De manière biomécanique, comment on bouge vos deltoïdes médians, comment les travailler, tout simplement en faisant un mouvement d'abduction latérale. Dans l'idée, la charge que vous mettez dans vos mains, c'est comme pour tous les exercices, la charge est un moyen et non pas une fin en soi pour avoir un stimuli, mais là c'est d'autant plus vrai et d'autant plus flagrant. Plus penser en termes de je rapproche mes biceps de mes oreilles et j'imagine des murs qui sont autour de moi et le but c'est d'aller écarter les murs autour de moi. Ça va vous permettre de ne pas réduire le bras de levier, de rendre le mouvement plus compliqué et de ne pas tricher pour faire le mouvement. Vous pouvez voir pas mal de personnes qui vont effectuer le mouvement en faisant une grosse flexion de coude comme ceci. Tout simplement, le bras de levier sera limité par rapport à l'épaule, donc vous simplifiez le mouvement et éventuellement, pareil, ils vont faire une sorte de rotation externe et mettre le point supérieur au coude. Toujours plus d'autres muscles qui sont mis en jeu, plus d'autres tissus qui sont mis en jeu, moins focus sur ce que l'on veut bosser. On n'écarte pas totalement, mais très légèrement. Dans le plan scapulaire, on pense à écarter les murs sur le côté, donc on va le plus loin possible. Tips, biceps au niveau des oreilles et il faut que le coude et le poing soient alignés pendant tout le mouvement ou que le coude soit supérieur au poing. En ce sens, faire une très légère rotation interne au point de vue des épaules et la garder pendant tout le mouvement. C'est ce qui vous permettra d'être vraiment focus sur ce que vous voulez bosser pendant vos élévations latérales. Mais comme pour tous les exercices, il peut être pertinent de le faire à vide avant de réellement entamer avec une charge externe, comme pour lorsque vous voudrez paramétrer des machines, afin de bien comprendre comment faire le mouvement et surtout afin de voir quelles sont vos capacités actuelles et comment paramétrer la machine, les poids que vous allez additionnellement mettre pour bien effectuer le mouvement suivant ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que vous êtes capable de faire. Par exemple, si vous ne savez pas trop comment vous placer pour faire vos élévations latérales, vous vous placez et de manière controlatéralement, proprioceptive, vous mettez votre main et vous essayez de chercher à quel endroit vous aurez le maximum de raccourcissement, dans quel angle, vous placez au point de vue des termes articulaires, etc. Vous répétez, vous regardez dans un miroir, vous faites en bilatéral, vous répétez, vous regardez, vous mettez une charge additionnelle, vous contrôlez, c'est très important, la concentrique également, le pic concentrique également, l'excentrique. Pour les types de mouvements, que ce soit deltoïde médian ou deltoïde postérieur, c'est très important de ne pas céder de l'énergie cinétique et de ne pas céder de l'élan initial parce que là, vous allez vous aider de vos trapèzes. Là, le poids va plus ou moins accumuler de la vitesse et va flotter, donc vous n'aurez pas du tout de tension au point de vue de vos deltoïdes médians. Donc vraiment, contrôler, pic, contrôler, et je recommence. Et on retrouve un peu la même idée pour ce dernier exercice filmé, qui est un reverse pec deck pour focus les deltoïdes postérieurs en position raccourcie. Alors encore une fois, dans cette optique de vraiment maximiser ce qu'on cherche à bosser, à savoir les deltoïdes postérieurs, on va vouloir mettre en place le fait de mettre ses bras vers l'avant et effectuer comme si on voulait faire une brasse, comme si on nageait, c'est-à-dire d'écarter les mains le plus possible, au tel sens qu'on ne doit pas activer ses trapèzes, il faut toujours laisser mouvoir ses omoplates naturellement lorsque vous ferez vos mouvements en musculation, mais là pour le coup, mécaniquement, se dire que vous faites une protraction de vos omoplates, les écarter, les envoyer vers l'avant, comme ceci, et ensuite d'effectuer la brasse le plus loin et le plus vers l'extérieur possible sans contracter vos trapèzes, tac, et bien là, j'ai une contraction vraiment complète de mes deltoïdes postérieurs et mes omoplates, comme vous avez pu le voir, ne sont pas bougées pendant tout le mouvement. À l'inverse de certaines personnes, vous pouvez voir le mouvement qui sont comme ceci, qui seront majoritairement, encore une fois, sur des trapèzes médians et inférieurs et des extensions de l'épaule, donc également la longue portion du triceps qui sera ressentie, mais pas vraiment deltoïde postérieur. Et d'ailleurs, petit tips, comme vous pouvez le voir, j'ai les fesses qui sont en arrière du dossier, mon buste vers l'avant, je suis légèrement incliné comme ceci, tout simplement parce que via l'intention de mouvement induit par la machine obligatoirement, c'est un peu circulaire et le fait, moi, de m'incliner vers l'avant, non seulement j'aurai le dossier qui sera mis sur mes côtes hautes, non pas flottantes, je pourrais mettre de la pression, je serai pas gêné, mais surtout je serai plus stable, j'aurai pas de tricherie comme si j'étais droit en termes d'extension thoracique comme ceci, et via l'intention de mouvement, le fait que je sois légèrement incliné vers l'avant, ça me permet justement d'aller chercher un terme de raccourcissement mais plus circulaire mais diagonal vers l'arrière, ça matche mieux avec l'insertion des fibres du deltoïde postérieur, encore une fois, qui sont en diagonale vers le bas. Donc voilà, c'est tout pour cette séance, ça vous donne déjà quelques pistes de réflexion et quelques tips sur pourquoi choisir tel exercice, comment l'effectuer, comment agencer suivant les exercices que vous voudrez effectuer, mais vous comprenez bien que quand vous choisissez un exercice, c'est important de choisir pourquoi vous le faites. Par exemple, si sur une programmation, vous avez tirage vertical,
il faut savoir tirage vertical comment, pourquoi, pour bosser quoi, comment je me dois me placer, etc. Parce qu'en fait, avec un nom d'exercice, vous pouvez avoir une variante quasi infinie de méthodes de le faire et de méthodes sur quoi plus spécifier le travail. Bref, c'était simplement pour vous donner un aperçu global de pourquoi j'ai choisi tel exercice et de ce que je cherche à bosser. Vous comprenez désormais qu'il est important de comprendre pourquoi vous choisissez tel exercice et surtout qu'il est important de bien effectuer l'exercice pour bosser ce que vous voulez bosser. Également, vous, de vous ajuster pour être sûr d'avoir les capacités actuelles adéquates pour faire un exercice ou non. Et de comprendre également la position dans laquelle vous aurez le maximum de tension dans cet exercice pour éviter une forme de redondance dans votre programmation. Si, imaginons, vous ne faites pas attention, et c'est très souvent le cas lorsque j'ai des personnes au début en coaching sur des mouvements de tirage mais sans vraiment spécifier, on peut se retrouver avec des programmations avec seulement 6 exercices de grand dorsal, vraiment focus grand dorsal, par des séries indirectes et non pas directes, et plus trapèze médian inférieur, on peut être dans les 12, 15, 16 séries. On se retrouve avec un déséquilibre au point de vue du dos qui est assez majeur. Pareillement, on peut très souvent se retrouver dans une programmation avec des exercices qui vont toujours bosser dans le même positionnement, toujours en mid-range, et c'est dommage parce qu'imaginons pareil, si au point de vue des biceps, pour ne citer qu'un exemple, biceps brachial, vous faites toujours des curls mais aux haltères, donc vous aurez le maximum de tension en mid-range, milieu de course, et que vous ne fassiez jamais des exercices en position étirée, anatomiquement vous allez faire une extension d'épaule et pendant tout le mouvement vous allez rester en extension d'épaule comme ceci. Vous allez prendre une poulie que vous allez régler à hauteur de votre poing, comme ça vous serez à 90 degrés en termes de bras de levier avec la poulie au début du mouvement quand vous serez en position anatomique étirée. Donc là vous aurez bien mouvement en position étirée, en prise supination comme mouvement de flexion de coude. Vous serez donc majoritairement sur du biceps brachial en position étirée comme ceci. Si vous ne faites jamais ce type de mouvement, mettre de la tension en position étirée et ou en position raccourcie avec cette fois-ci un curl mais en faisant une flexion de l'épaule, en gardant ce positionnement-là et en plaçant la poulie plus haute que vous pour avoir le maximum de tension relativement en position raccourcie comme vous serez à peu près ici. Juste être dans ce positionnement-là en mid-range pour boucler la boucle, vous aurez compris que si au quotidien, par exemple, si vous imposez à vos fibres une contrainte qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir, comme par exemple aller chercher un sac de course qui est derrière vous, vous êtes extension d'épaule et que vous mettiez de la tension en prenant le sac, il se peut que vous vous blessiez, que vous ayez eu des gênes, tout simplement parce que vous n'aurez pas eu un phénomène de renforcement, de résilience dans ce type de mouvement. Donc voilà, la musculation c'est beau, avoir des muscles c'est gros, mais avoir une cohérence autour de son entraînement, non seulement pour optimiser l'hypertrophie, mais surtout également pour optimiser sa santé articulaire et musculaire et être sain au quotidien, pouvoir se mouvoir dans tous les plans de l'espace et être fort dans tous les plans de l'espace, suivant vos capacités actuelles et ce que vous désirez, mais donc s'adapter au fur et à mesure. C'est là l'importance de la musculation et c'est surtout en ça qu'il faut penser votre entraînement. Bref, j'espère que ça vous a été utile. Je vous laisse maintenant profiter de la suite de la vidéo. Partie questions et réponses désormais. Je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram et je vais y répondre instamment. Première question étant, est-ce que j'aurais envie de participer à des compétitions de bodybuilding? Et bien en fait, si je m'entraîne, c'est pas simplement pour m'entraîner. Si je fais quelque chose, ce n'est pas pour faire. Si je fais quelque chose, c'est parce que justement j'ai des objectifs et que je dois faire telle chose précisément pour atteindre mon objectif. Tout ce que je fais dans ma pratique, même comment je m'envisage en tant que pratiquant, c'est sous une forme objective d'auto-coaching. Je me coach comme si j'étais un de mes athlètes. C'est-à-dire que j'ai une roadmap, j'ai une timeline, je me suis scrupuleusement suivant certaines variables, certaines métriques que je trouve importantes pour mon cas, mais donc tout est précisé suivant les mois, suivant les semaines. Chaque fin de semaine, je me fais un bilan avec check-in également vidéo. J'ajuste la semaine suivante en fonction. La veille pour le lendemain ou même au jour le jour, je m'adapte. Le but étant que je me prépare de la meilleure des manières possibles pour avoir le meilleur physique possible, pour avoir un physique qui correspond aux attendus d'une catégorie de représentation de men's bodybuilding, parce que c'est dans ce type de compétition que je veux me représenter. Donc effectivement, si je m'entraîne, c'est en but de ce type de compétition. Maintenant, ça prend du temps parce que j'ai envie d'avoir... Je trouve qu'il me manque de certaines masses musculaires à certains endroits. C'est pour ça que ma programmation actuelle a été remodelée, enfin je dis actuelle, mais depuis plusieurs mois désormais, a été remodelée pour bosser sur ces points que je voulais mettre plus en avant. Et donc, courant 2025, comme je l'ai déjà annoncé, ce sera le moment où relativement, je pense que j'aurai un physique qui sera plus adapté vis-à-vis de la représentation, un physique compétitif. Et à ce moment-là, justement, j'entamerai une phase de compète prep pour
faire une compétition. Pourquoi 2025? Il y a tous ces aspects de il me faut plus de masse musculaire, il faut que j'ai un physique adéquat, mais il y a également le fait que cette année, je me suis surtout focalisé sur mon coaching, sur mes athlètes, sur leurs objectifs, et également sur le fait moi-même d'acquérir le plus de connaissances possible, d'être le plus compétent possible. Alors ça ne veut pas dire que je ne rechercherai plus à m'améliorer en 2025 d'un point de vue connaissance, etc. Mais que plutôt, je continuerai de me développer d'un point de vue business, d'un point de vue coaching, d'un point de vue de mes athlètes. Je les aiderai à atteindre leurs objectifs, mais d'un point de vue formation, et j'en ferai toujours, mais ce sera plus calme. J'aurai un environnement plus stable. C'est ça qui me permettra, notamment moi-même, de me préparer en tant qu'athlète, de faire une contest prep et de faire une compétition. Parce que c'est bien beau d'avoir un objectif très précis, c'est bien beau de se dire que tu veux faire une compétition, mais entre fantasmer et comprendre réellement ce que ça implique, même avant de commencer, et ne pas se dégonfler et vraiment faire la chose jusqu'à la fin, eh bien, il y a un monde et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il nous paraît. Deuxième question désormais, est-ce que la whey c'est indispensable comme complément? Alors, je vais faire une réponse courte, je vais pas rementionner le général, à savoir que les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, ce sont des compléments, donc c'est pour une supplémentation alimentaire si tu sais objectivement que tu as certaines carences, certains déficits via ton alimentation ou via d'autres aspects. Mais donc là, la question c'est juste, est-ce que la whey, oui ou non, c'est obligatoire? Eh bien, comme tous les autres compléments alimentaires, non, c'est pas obligatoire. Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Le but étant que dans ton quotidien, en comptant toutes les sources de protéines que tu auras dans ton alimentation, de manière générale, les gens voient surtout de ce côté-là, mais protéines plus de produits laitiers, plus de produits animaliers, il faut aussi compter tout ton quota protéique journalier, mais d'un point de vue légumineuse notamment. Oui, tu as même des protéines dans des pâtes, tu as même des protéines dans du pain, et oui, il faut le compter. Maintenant, la whey donc peut être bénéfique si tu n'arrives pas à avoir un certain quota protéique journalier, si tu es en voyage, peut-être plus compliqué d'avoir ce quota journalier. Maintenant, le penchant serait de se dire, j'ai pas envie de prendre des produits entiers, des produits bruts, ou il faut que je mange trop de viande ou autre. Bon, c'est pas forcément vrai, c'est qu'une question d'adaptation, mais d'ajustement, mais pensons, eh bien, il faut que je me prenne obligatoirement 1 ou 2 shakers de whey parce que ça me permet d'avoir mon quota et c'est plus simple. Alors oui et non, faut pas penser en termes de toutes tes sources de protéines doivent venir de whey parce que le plus important c'est d'avoir un spectre aminogramme d'acides aminés qui soit le plus complet possible. Est-ce que la whey te le permettra? Dans certaines formes de whey, ils mettent en plus des BCAA et des EAA. Bon, est-ce que c'est de la pure qualité? Est-ce que ce sera vraiment biodisponible? Déjà, c'est une question à se poser. Et surtout, d'un point de vue purement effet satiété, c'est pas ça qui va te tenir sur le ventre également. Est-ce que c'est plus optimal de prendre des shakers de whey si tu es en phase par exemple de déficit calorique? Pas forcément. Une source de protéines maigres, par exemple du poulet, du poisson ou autre, sera bien plus pertinente. Pour conclure, il y a de fortes chances que tu me poses cette question alors que tu ne traques même pas tes macros et que tu ne saches pas vraiment ce que tu fais via ton alimentation. Commence par voir ton objectif actuel, ton métabolisme actuel, enfin ce que tu dépenses au quotidien j'entends, métabolisme plus le PAL et le METS par exemple de ton quotidien. À partir de là, détermine tes macros en termes protéiques, lipides et glucides pour avoir ton objectif, soit être à la maintenance, surplus ou déficit, et ensuite donc adapte taux de protéines, lipides et glucides dans cette fonction-là. Mais imaginons bateau, si tu es en déficit calorique, tu peux être aux alentours de 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, lipides. Ça dépend de ta phase de déficit, mais si c'est juste un déficit, que tu n'es pas en contest prep, tu n'es pas un athlète qui se rapproche d'une compétition, tu peux être dans les 0,6-0,8 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Et enfin, glucides, tu modules, modères, c'est juste une histoire de pouvoir mieux te gérer suivant l'adhésion à ta diète, suivant ce que tu préfères, mais c'est pareil en termes de glucides. Toutes les calories ne se valent pas, toutes les portions alimentaires ne se valent pas, au sens où il y aura des stratégies alimentaires à mettre en place. Pour tant de glucides, tu peux avoir un volume et un effet satiété beaucoup plus élevé, avoir l'impression de manger plus et d'avoir moins de sensations de faim. Comme par exemple, au lieu de prendre 100 grammes de riz, prends 100 grammes de pommes de terre, tu verras que, après ça dépend comment tu cuisines tes pommes de terre également, mais dans tous les cas, tu auras un volume et un effet satiété qui sera beaucoup plus grand avec les pommes de terre que ton riz. Bon, j'ai un peu dévié, le but c'était vraiment de répondre spécifiquement à cette question, mais ça te donne déjà une réponse précise et en même temps un schéma de pensée plus global. Nouvelle question, j'ai pas de pec, comment ça se fait? Soit que tu ne t'entraînes pas suffisamment, soit que tu as une mauvaise technique, soit que tu as trop de redondance dans ta sélection d'exercices, soit que l'alimentation ne suit pas. Bref, il y a pas mal de facteurs, mais dans tous les cas, l'histoire du, imaginons, c'est ma morpho-anatomie, c'est parce que j'ai des longs segments, que sais-je, donc je peux pas vraiment étirer, je peux pas vraiment bosser mes pecs, bon.
J'ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs je t'incite à aller la voir éventuellement, ça donnera quelques pistes de réflexion. Il y aurait possibilité de dire pas mal de choses, mais finalement, dis-toi que si tu n'arrives pas à progresser à un certain endroit, bah forcément c'est que tu fais quelque chose de mal, c'est pas ça tombe du ciel et banco, ça sera comme ça toute ma vie. Et très souvent, de ce qu'on peut voir, c'est surtout en termes d'exécution de techniques qui sont mal effectuées, et éventuellement une forme de redondance, à savoir que tu bosseras toujours tes pectoraux dans une position plus mid-range avec le maximum donc de tension en milieu de course, comme par exemple ne faire que du développé couché à la barre. Pareil, tu pourras pas aller très loin dans l'effort et ce sera majoritairement comment tu te places, mais tu vas beaucoup compenser et ce sera deltoïde antérieur et triceps pour pas mal de personnes qui vont prendre en plus. Et ensuite refaire un mouvement, par exemple développé couché aux haltères, mais pareil à l'horizontale encore une fois. Et même si tu le fais à l'incliné, c'est bien parce que tu seras peut-être éventuellement plus sur la portion claviculaire de tes pectoraux et non pas sternocostale. Mais dans l'idée, voilà, chercher des exercices où tu seras max de tension en milieu de position, comme ce qu'on vient d'énoncer. Également, donc d'un point de vue purement anatomie, tes pectoraux te servent également à faire une forme d'adduction, donc peut-être pertinent de faire du pec deck. Enfin bref, voilà, tu as compris l'idée. Question concernant la salle de sport et le projet que je viens d'énoncer récemment. Alors c'est plus un athlète, c'est pas vraiment sur Instagram qui m'a demandé dernièrement où sera ma salle de sport et est-ce que cette dernière sera ouverte au grand public. La réponse à cette question est mitigée, au sens où je n'ai pour l'instant pas de franche idée sur l'endroit réel, tout simplement parce que je me suis imposé une deadline de 2 ans et j'ai beaucoup de choses à accomplir en attendant, ça se fera petit à petit, c'est prévu, mais j'ai quand même beaucoup de choses à accomplir. Même d'un point de vue vraiment de 2 ans, de réussir à me projeter, de savoir où j'en serai dans le terme, parce que c'est pas seulement salle de sport c'est l'accomplissement physique, mais également tout ce que ça implique d'un point de vue justement du développement de mon coaching, de mon business et de ce que j'envisage pour mes athlètes. Finalement, c'est bien plus complet, bien plus global que ça, et l'un va avec l'autre, la salle de sport et comment je vais me développer à côté vis-à-vis, comme j'ai énoncé, de mes athlètes, mes formations et tout ça. Donc dans l'idée, ce sera très variable. Il se peut que j'arrive à bien travailler, que j'arrive à bien me développer, que j'arrive à accomplir cet objectif de salle de sport plus rapidement que ce que j'envisage par un facteur justement travail, mais également peut-être chance. Il se peut que, comme je l'avais prévu à la base, je finisse plutôt à aller à l'étranger. En ce sens, est-ce qu'une salle de sport physique sera vraiment intéressante au sens pour entraîner avec mes athlètes et autres? Je ne pense pas. Sinon, ce serait une salle de sport qui serait en France, gérée par quelqu'un d'autre, bon, pas le plus pertinent. Dans l'idée, quand j'ai eu ce déclic et ce projet du « il faut vraiment que je fasse ça, que j'ai ça », eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai commencé à regarder directement chez moi, où j'habitais, où j'ai passé une grande partie de ma vie chez mes parents. Tout simplement parce que tout part de là et je pense que ça me permettrait de guérir une blessure profonde et ça me permettrait d'être en paix avec moi-même et de me dire que j'ai réussi un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement que de me dire je suis à côté de mes parents, je suis chez mes parents, je suis à l'endroit où tout a commencé vis-à-vis de comment j'étais auparavant. C'est même là que j'ai commencé avec ma toute première salle de sport à m'entraîner dans cette ville. Donc oui, avoir un local là, me dire bon bah j'ai réussi à entreprendre ce que je voulais, même j'ai quelque chose de physique, je suis juste à côté de mes parents et c'est compliqué parce que j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, c'est un peu personnel. Mais finalement oui, pour conclure, avoir un local dans cette ville où tout a commencé, être à côté de mes parents, ça me permettrait également de me réconcilier. Ouais, à voir. Mais dans l'idée, ce sera un grand local où j'aurai un studio de création, forcément. De création, je pense, pas forcément de contenu pour Instagram ou autre, mais j'envisage par la suite de faire également tout ce qui sera plus formation, quelque chose de grand, également avec une salle de sport de musculation hyper complète, très important, une posing room, parce que, vous l'aurez compris, j'envisage de devenir un athlète pro. J'envisage également d'être un coach plus spécialisé dans le bodybuilding, pouvoir coacher des gens avec des objectifs très élevés, très précis. C'est un besoin d'avoir une posing room parce que je suis également un coach de posing. Donc même si mes athlètes ne peuvent pas se déplacer et être réellement où sera ma salle, moi ça me permettra justement, comme je propose dans mes suivis, de pouvoir faire des séances de coaching mais en distanciel, en visio carrément, en facecam, et voilà, d'avoir un environnement beaucoup plus pro, que ça rentre pour la personne ou pour moi-même, de manière beaucoup plus claire, et que comme énoncé, si des personnes passent dans le coin, ils puissent profiter d'une qualité de service vraiment accrue, que ce soit pour leur entraînement, pour le côté plus représentation sur scène, etc. Et donc oui, depuis le début, je parle de mes coachés tout simplement parce que je ne pense pas, en tout cas pour l'instant, je ne veux pas, ça ne fait pas partie de mes objectifs que ce soit une salle grand public. C'est une salle spécifiquement pour mes athlètes et moi. Si vous voulez vous entraîner dans cette salle, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Nouvelle question, j'ai envie de faire une compétition mais je suis naturel. Bah très bien. Fais ta compétition, il y a des fédérations naturelles. Alors par contre attention, parce que si tu me demandes ça, c'est que tu n'es pas du tout au courant de ce qui se passe dans ce domaine-là. Donc encore une fois, ça m'a l'air d'être un fantasme. Je t'invite réellement à approfondir le sujet afin de vraiment comprendre ton pourquoi tu veux vraiment le faire, qu'est-ce que ça t'apportera réellement, de te projeter et t'imaginer même réussir cet objectif et de voir ce que ça te procure comme sensation, comme accomplissement. Mais si c'est juste encore une fois l'idée simplement miroir de voir des gens sur le réseau qui sont hyper balèzes, qui ont des physiques exceptionnels le jour de la compétition ou que sais-je, et que c'est juste une projection de toi en te disant ah si je suis musclé, ça peut se voir avec des débutants, il faut que je devienne plus musclé parce que j'aurai des femmes. Bah non, tu seras plus musclé, tu n'auras toujours pas de femmes. C'est un problème beaucoup plus profond, par exemple de confiance en toi, de comment tu te sens, de si tu as accompli certaines choses avec de la valeur pour toi, mais c'est un problème beaucoup plus profond. Voilà, à chaque fois, avant d'entreprendre quelque chose tête baissée et de te dire je veux ça, parce que tu verras que plus ça deviendra compliqué. Et si tu n'as jamais pensé à ton pourquoi, forcément, tu vas te cracher un moment ou un autre. Prépare-toi, renseigne-toi. À la rigueur, va voir directement un professionnel qui pourra t'aider. Et si vraiment c'est une aventure que tu veux entamer, fais-le le plus rapidement possible. Parce qu'au moins, tu sauras si réellement c'est ce que tu veux, si réellement tu aimes ça ou non. Au moins, tu sauras si c'est un projet que tu veux continuer dans ta vie ou si c'est juste un fantasme comme énoncé. Tu as essayé, ça t'a pas forcément plu ou tu n'as pas forcément réussi ou que sais-je, mais ça t'a pas apporté beaucoup de choses. Ça te permet d'avancer dans ta vie. Je pense que c'est bien d'avoir une certaine forme de valeur qu'on va se mettre afin de se projeter, donner un sens à notre vie et de vraiment être guidé au quotidien par peut-être des vecteurs plus grands que aller au boulot si simplement le boulot c'est une routine et que ça te plaît pas forcément. Mais maintenant, il faut que ce soit quelque chose qui ait du sens pour toi, pas que ce soit quelque chose que tu vois que d'autres personnes font à côté de toi et que pour eux, justement, c'est une valeur de grand. Donc, de projection, tu as l'impression que c'est grand de manière générale, objective, que toi tu essaies, tu dis bah non, en fait, j'aime pas ça, ça me procure pas grand chose. Si tu arrives à aller au bout, parce que sinon tu peux t'arrêter en cours de route et tu auras beaucoup dépensé en temps, en énergie, en investissement de tout type. Et peut-être que tu veux faire une compétition, tu penses, alors que dans l'idée, c'est juste pour te prouver à toi-même et se prouver à toi-même. Peut-être que si tu réussis à bosser cet examen et réussir une bonne note à cet examen qui viendra prochainement, tu verras que tu avais juste besoin de confiance en toi et de réussite dans ta vie de manière générale et non pas d'aller chercher une sorte de pansement extérieur pour une réussite extérieure de projection. Sois ancré dans le réel, dans tout ce que tu veux et projette tout, mais de manière spécifique. Je n'arrive pas à prendre de poids. Comment faire? C'est amusant parce que ça va boucler la boucle des premières questions auxquelles j'ai pu répondre concernant la nutrition et des phases dans lesquelles tu es et ce que tu voudrais accomplir. Alors, je fais cet aparté car la question posée était comment faire pour être en surplus calorique. Or, comme vous comprendrez par la suite de la première vidéo, cette personne est une personne qui m'envoie assez fréquemment le même type de questions. Donc ma réponse sera plus dans l'idée du « il faudrait que tu prennes les devants et que tu agisses réellement » car quand toi tu poses des questions théoriques pour avoir certains conseils, il faut ensuite prendre ces conseils, les entendre et essayer d'ajuster, d'appliquer ces conseils pour avoir des résultats. Il y a un schème entre demander des conseils théoriques pour ensuite, nous, si l'on a vecteur d'amplification de ce qu'on fait actuellement et d'amélioration, les écouter et réellement les mettre en application, de demander des conseils plus pratiques. Il n'y a pas de jugement de valeur, encore une fois. Peut-être que certaines personnes recherchent juste quelques conseils par-ci par-là pour améliorer leur quotidien. Peut-être que d'autres ne pourront pas, par manque de temps, d'investissement, de barrières intellectuelles, de mythes, de croyances ou autres. Mais certaines personnes ne voudront pas, par exemple, des conseils plus théoriques et les appliquer. Ne perdent pas de temps à ça et voudront tout de suite des conseils plus pratiques, d'où le fait par exemple d'être suivi par quelqu'un. Ça leur permet de se simplifier la tâche et d'être sûr de bien faire parce qu'elles appliquent juste ce qu'on leur demande. Mais pour revenir à l'idée, quand on demande d'avoir des conseils théoriques et qu'on donne des conseils théoriques, la suite de ma réponse est plus précise en fonction de cet individu parce que ce n'était pas la première fois qu'il me posait quasiment le même type de questions. En somme, cet aparté est pour répondre de manière plus générale à quelqu'un qui se poserait sa question étant comment faire pour être en surplus calorique. Tout d'abord les basiques, bien se rappeler que c'est une question de balance entre ce que tu vas consommer au quotidien et ce que tu vas dépenser au quotidien. Si tu veux être en surplus calorique pour prendre du poids à hauteur, imaginons, de 0,25 à 0,5% de ton poids corporel par semaine, pour la majorité des gens, ce sera aux alentours de 200 à 400 grammes par semaine, eh bien, il faut que tu ingères plus de calories
que ce que tu dépenses. Il n'y a pas de secret à ça. Il peut être préférable de mesurer, de quantifier certaines métriques parce que tu pourrais avoir l'impression, imaginons si tu quantifies pas beaucoup de choses, que tu manges énormément en termes de, par exemple, volume alimentaire, mais encore une fois, est-ce que c'est le plus stratégique au niveau des choix des aliments? On en a parlé pour le déficit calorique. Est-ce que tu manges du riz et beaucoup de riz, ça va vite te blinder et l'apport calorique n'est pas forcément très élevé. Également, est-ce que tu manges des pommes de terre? On en parle également avec l'effet satiété qui est très élevé. Il y a des aliments qui peuvent être plus intelligents à consommer que d'autres parce que plus dense en calories, tu dois avoir un total calorique sur ta journée qui est très élevé. Il pourrait être bénéfique de prendre des aliments plus transformés, industriels, comme par exemple des wraps, du miel, de la confiture. Bien comprendre que si tu ne mesures pas ce que tu fais dans ta journée, par exemple si tu ne mesures pas ton nombre de pas, si tu vas courir, si tu vas faire de la corde à sauter, si même ton travail est un peu plus demandant que d'habitude et tu bouges un peu plus, tu auras plus de dépenses que d'habitude. Donc même si d'un point de vue alimentaire tu manges comme d'habitude, vu que tu ne seras plus dépensé, tu seras peut-être pas en surplus calorique. Tout est une question de moyenne. Il faut que tu aies ce surplus calorique en moyenne hebdomadaire à la fin de ta semaine. Et c'est pour ça qu'il peut être intéressant de quantifier, de mesurer, comme on l'a énoncé, par exemple ton nombre de pas par jour pour avoir une certaine moyenne mais ne pas dépasser en fin de semaine, ou ajuster ta nutrition pour être toujours en surplus, etc. etc. Maintenant, imaginons que tu quantifies déjà tout ça et que tu sais comment ça fonctionne mais que tu n'arrives toujours pas car tu as des problèmes au point de vue de l'appétit pour ingérer ce que tu dois ingérer. Nous allons voir dans un premier temps ce qui pourrait être amélioré au niveau des habitudes de vie. Tu pourrais limiter le stress systémique, améliorer la qualité et ou la quantité de ton sommeil, limiter ta consommation de boissons froides ou chaudes qui peuvent réduire l'appétit. Éventuellement, tu bois trop avant et pendant tes repas, donc essaie plus de boire entre tes repas. À l'inverse, il se peut que tes fluides, donc l'eau consommée, soit trop basse et que ça te provoque une certaine forme de constipation. En termes de digestion, il pourrait être intéressant de faire une marche digestive, de marcher 5 à 10 minutes après l'ingestion de tes repas. Également, limiter la caféine et les autres stimulants pourraient être pertinents. Prendre le temps de mâcher, ça va un peu simplifier la tâche à ton système digestif, ça prendra moins de temps dans ton estomac à être assimilé. Également prendre le temps pendant ton repas, manger en pleine conscience, s'asseoir et manger, prendre le temps de manger, se concentrer sur son repas. Et enfin, important, avoir une fréquence de repas et un timing nutritionnel adéquat et les respecter tous les jours. En somme, avoir une forme de routine alimentaire. Également, deuxième pan, tu pourrais améliorer la diète que tu suis déjà actuellement. Améliorer le food palatability, donc l'appétence que tu auras lorsque tu vas ingérer tes aliments, comme par exemple ajouter des sauces à tes plats, ajouter des condiments à tes plats. Plus tu auras de saveurs, plus tu pourras manger de grandes quantités facilement. En somme, prends tes repas très au sérieux et même si tu fais des meal prep, préparer en avance tes repas, prends le temps de vraiment agencer tes repas, manger des repas bruts, sans rien, sans assaisonnement, tu n'auras même pas de plaisir et envie de manger, tu vas vite t'en lasser. De la même manière, tu peux varier le type de cuisson pour chaque aliment avec des textures qui seront donc différentes. Reprenons l'exemple de la pomme de terre, non pas que la pomme de terre soit un aliment très adéquat vis-à-vis d'un surplus calorique, mais ça peut donner de manière imagée un exemple beaucoup plus concret de comment préparer un aliment. Tu peux l'avoir sous forme de frites, donc plus croquantes, par exemple au four. Tu peux l'avoir sous forme de purée. Tu peux l'avoir également sous forme plus cuite à la vapeur, à l'eau, on va dire. Il y a beaucoup de manières de préparer et de pouvoir également consommer un aliment. Et tu peux également faire une rotation de tes options alimentaires. Dans le choix des types d'aliments, en type de protéines, de lipides et de glucides, certains types seront plus simples à assimiler, digérer que d'autres. En termes protéiques, préparer des sources de viande maigre déjà biomécaniquement dégradées, comme par exemple de la viande hachée, également de la viande avec peu de tissu conjonctif, comme du poisson ou des crevettes. Tu peux éventuellement remplacer certaines sources de protéines solides par des shakers de protéines. Et vu que les protéines ont un effet satiété qui est très élevé, tu peux éventuellement finir tes assiettes par le plus gros de ton quota protéique de ce repas-là. Pour les glucides, faire attention au fait que même si tu seras en surplus calorique, relativement même très élevé, il ne faut pas que tu excèdes ton quota de fibres au journalier, donc on rappelle environ 14 grammes pour 1000 calories, car plus tu auras de fibres, plus également ce sera compliqué de pouvoir digérer. En somme, éviter les aliments qui ont trop de fibres,
en grande quantité, comme par exemple l'avoine ou les légumineuses, et à la place, choisir des options de glucides avec peu de fibres. Exemple, à la place de prendre de l'avoine, tu peux prendre des pétales de maïs soufflés. À la place du riz complet, tu peux prendre du riz blanc. On en parlait en termes de densité calorique, en termes de densité alimentaire, remplacer certaines sources de glucides où il y aura présence d'eau, le volume sera plus élevé par des sources de glucides déjà asséchées, on va dire. Dans le milieu du bodybuilding en Angleterre, par exemple, vous verrez des bodybuilders prendre des bagels, des English muffins ou encore des rice cakes. Également, des fruits secs et des jus peuvent être implémentés pour avoir plus de calories de manière simple. Tous les légumes peuvent être cuits, ça permettra encore une fois d'avoir un moins gros volume alimentaire pour le même quota calorique et d'être plus simple à digérer. Et éventuellement, si tout ça c'est compliqué, tu peux prendre une source de glucides pendant ton entraînement, comme par exemple une source de maltodextrine. Au niveau des lipides, tout ce qui sera source solide, notamment via type d'oléagineux ou avocat, il pourrait être intéressant de remplacer ça par des huiles. Toujours cette histoire de limiter au maximum les fibres. Intéressant également de répartir les lipides, mettre les lipides sur les repas où tu as ta plus grande faim. Et comme énoncé, des aliments très denses en calories, ça passe éventuellement par des aliments qui seront riches en lipides, mais il faudrait faire attention à ce moment-là, à ton appétit de manière générale et à tes facteurs sanguins, tes facteurs de santé. Ok, troisième pan désormais, tu peux faire une sorte de rotation cyclique de tes calories. Avoir des jours où tu auras plus de glucides que d'autres jours. Les jours où tu ne t'entraîneras pas, tu peux réduire ta quantité de glucides très légèrement, éventuellement aussi ta quantité de lipides, tout simplement parce que ta dépense énergétique, ta dépense en termes de calories sera moindre et tu auras besoin de moins que lorsque tu iras t'entraîner. Vu que tu dépenseras plus, tu auras besoin et même envie de manger plus. C'est plus adéquat, c'est plus pertinent. Ça permet de faire une forme de cassure dans ta monotonie alimentaire, au même titre que si tu as un plan alimentaire assez strict et que tu veux suivre, il peut être intéressant de varier pour les jours où tu t'entraîneras et les jours où tu ne t'entraîneras pas, ce que tu auras comme aliment. Bon, c'est comme pour le déficit calorique, il y a toujours cette histoire de, éventuellement, tu peux faire des formes de reverse diet ou des formes de diet break. Ça, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Ça permet de faire une forme de pause, de donner un peu de repos d'un point de vue gastro-intestinal, de faire un break également psychologique. Par exemple, pour une phase de surplus calorique poussé, ce serait faire une forme de fasting qui serait un peu similaire à une forme de reverse refeed qu'on pourrait faire pour le off-season. Quatrième pan, on en parlait plus tôt vis-à-vis du timing nutritionnel. Ce quatrième pan sera plus focalisé sur la fréquence de tes repas. En termes de fréquence et de volume alimentaire, effectivement, à partir d'un certain moment, quand tu es dans ta phase de surplus très avancée, le volume de tes repas, même si tu mets en place des stratégies alimentaires, dans tous les cas, le volume de tes repas augmentera. Ça peut aboutir à une vidange gastrique retardée et à des phénomènes de ballonnement. Ça peut être taxant psychologiquement de prendre des grands repas dans ce cas-là. Et également, tu dois pouvoir allouer un grand temps d'engagement dans la confection et surtout dans la prise de tes repas. Pour améliorer ça, tu peux augmenter la fréquence de tes repas, par exemple passer de 4 repas par jour à 5 ou 6 repas par jour. Et un facteur intéressant qui pourrait être mis en place, ce serait de réduire tes protéines et tes lipides pour certains repas. Ça permettra d'augmenter ta faim parce que pour chaque repas, tu auras moins de protéines et moins de lipides, mais finalement, en fin de journée, tu auras le même quota. Cinquième point, il faudrait prendre en compte le fait également des FODMAPs, des intolérances alimentaires à prendre en compte pour optimiser ta digestion et ne pas être ballonné. Certains fruits, certains végétaux, certains produits laitiers, les sucres artificiels, certaines légumineuses. Je t'incite à regarder sur internet ce que sont les FODMAPs pour te faire un avis plus détaillé là-dessus. Mais peut-être que des pommes, des abricots, des mangues, tu pourrais les remplacer par d'autres types de fruits comme des bananes, des raisins. Les produits laitiers pourraient être remplacés par des produits enrichis en vitamine D et en calcium, comme par exemple du lait d'avoine, etc. Je vous ai donné déjà pas mal d'astuces, donc je préfère que vous mettiez ça en application, que vous voyez les résultats avant tout de suite penser aux compléments alimentaires qui pourraient vous aider dans le bien-être digestif, mais c'est possible. Un des nombreux aliments qui éventuellement pourrait m'aider quand je suis dans une phase de surplus calorique poussé et que d'un point de vue digestif, ça devient compliqué pour moi, c'est notamment prendre des probiotiques. Et il y a des aliments dans le commerce qui sont enrichis en probiotiques. Je vous ai montré ici un produit laitier, mais qui est 0%, qui sera simplement digéré. Et cette histoire de probiotiques, par exemple avoir 10 billions de CFU par jour minimum, pourrait être intéressant.
En somme, que tu sois un athlète ou un compétiteur, ton off-saison ou la phase de surplus calorique poussé, ça doit être un moment vraiment de plaisir et tu dois profiter de la variabilité et de la quantité alimentaire que tu peux ou dois ingérer. Il faut prendre le temps de préparer tes repas. La variété, c'est important, c'est ce qui permet d'être heureux et heureusement, dans le off-saison, on peut se permettre beaucoup de choses. Il y a même besoin d'une forme de variété, notamment pour la food palatability, l'appétence et l'adhésion à ta diète. Donc n'hésite pas à mettre plein de saveurs, plein de textures, plein de modes de cuisson, plein d'assaisonnements différents dans tes plats. C'est justement dans cette phase de push off-saison que tu peux te le permettre. Quand tu sais ou quand tu sens que tu auras des restrictions d'un point de vue du temps, prépare toujours tes repas en amont, tout simplement parce que tu l'auras compris, quand tu dois ingérer un quota calorique journalier, même hebdomadaire, qui sera très élevé, il suffit de rater un repas pour que tu doives compenser le lendemain en ingérant les calories que tu n'as pas pu ingérer la veille, donc ça risque d'être très compliqué. Préparer ces repas en amont, ça te permet toujours de ne pas être pris par le temps et de devoir ingérer ce que tu dois ingérer quand tu le dois ingérer. Prépare tes repas, comme ça tu auras une bonne forme d'adhésion et ça te permettra de te simplifier la vie pour tout ce qui est d'un point de vue alimentaire. Ok, maintenant je vous laisse avec la suite de la réponse. Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps je comprends. Sur des réseaux sociaux tels qu'Instagram, c'est superficiel. Mais pas superficiel, c'est pas un jugement de valeur que je mets là, mais superficiel étymologiquement au sens de c'est la superficie. Il faut que ça attire le regard, que ce soit vif, que ça nous captive. Tu vas voir et directement tu auras oublié ce que tu viens de voir. Mais on m'a posé pas mal de ces questions-là, on m'en pose encore, même notamment des personnes qui suivent assez scrupuleusement mon compte, qui aiment mes contenus. Je pars du principe que si tu aimes quelque chose, c'est que tu l'as regardé et que justement tu en as retiré certaines choses. D'autant plus quand cette publication a vecteur de valeur ajoutée. En tout cas, j'essaie. Par exemple, là, le fait de me dire qu'est-ce que je dois manger pour prendre du poids, je n'y arrive pas. J'ai fait une publication récemment, précise. J'aurais rêvé avoir ce genre de publication il y a quelques années, gratuitement en plus. Vous pouvez trouver ça sur mon compte et justement, je parle d'un point de vue plus général ou plus spécifique tout en restant concis pour savoir par quelle étape passer afin d'avoir votre objectif physique. Et je parle également des quotas en termes de macronutriments, je parle également de fluides à consommer, je parle éventuellement de compléments alimentaires. C'est très précis, c'est la 9e page sur les 10 pages, il me semble. Vous avez un tableur qui est pour chaque valeur, il y a du plus général au plus précis comme énoncé. Et je trouve ça dommage au sens où quand on me pose ce genre de questions, c'est que je pars du principe que justement la personne attend des réponses afin de pouvoir s'améliorer. Et ça m'est déjà arrivé, comme j'avais énoncé, qu'on aime cette publication et que la personne, peu de temps après, revienne vers moi et me dise « Oui, j'ai du mal à prendre du poids, qu'est-ce que je devrais faire ?» Sur à quoi je renvoie la publication et je dis « Bon bah regarde les pages, nanana, tu verras qu'il y a toutes les réponses à tes questions, tu auras juste à appliquer et ce sera banco, vraiment, tu auras tout fait, tu auras tout. » Et finalement, la réponse étant « Je verrai quand j'aurai le temps. » Mais en fait, faut pas attendre si tu veux des résultats. Le temps, il faut que tu le prennes, il faut que tu agisses. C'est un peu, je vais faire une analogie, lorsque j'étais en prépa, ça m'avait marqué. On devait apprendre par cœur, enfin on avait peu de temps le soir, mais des textes entiers hyper longs la veille pour le lendemain. Et le lendemain, la professeure faisait réciter par rang, par rangée, chaque personne des phrases ou des mots. On continuait le texte comme ça, petit à petit. Parfois, lorsque ça tombait sur certaines personnes, eh bien, ces personnes ne répondaient pas. Et disaient très clairement, bon bah, j'ai pas appris. Soit quoi, la prof haussait les épaules, même pas, et elle regardait la personne d'après pour que ça continue. Et je me rappelle, à la fin de ces récitations, une fois, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a demandé à la professeure, en gros, c'était pourquoi vous m'avez pas engueulé, parce que la professeure était stricte. Ce à quoi il y avait sa réponse qui disait, je vous donne les clés afin que vous puissiez réussir suivant votre objectif, les concours pour atteindre notamment l'ENS, une grosse école. Et elle disait, maintenant, c'est à vous d'agir, c'est à vous de travailler pour justement atteindre cet objectif-là. Si vous ne le faites pas, moi je m'en fiche, je fais mon travail. C'est tout simplement vous qui vous empêchez d'atteindre ce que vous voulez, peut-être réellement, ou tout simplement que vous ne voulez pas. On peut te donner tout dans la main, on peut tout faire pour toi, mais en tant que coach, c'est pareil. Entre dire oui je veux ça et même si la personne t'aide et réellement elle s'adapte à toi, elle fait tout son possible pour que ce soit le plus simple pour toi suivant ce que tu es capable de faire, ce que tu peux faire, ce que tu pourrais faire, d'un côté il faut quand même que tu agisses, il faut quand même que tu fasses. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Bouclons la boucle du « oui, je regarderai quand j'aurai le temps ». Il faut vraiment que tu agisses et que tu prennes le temps et que tu regardes et que tu analyses et que tu essaies de comprendre pour ensuite agir. Et du reste, c'est très amélioratif et tu verras qu'à partir du moment où ce sera précisé, que tu auras quelque chose de cadré et que tu agiras vraiment, tu auras des résultats
très concret, très visible et rapidement, ce sera très amélioratif, ce sera un cercle vertueux et tu auras d'autant plus envie de continuer, tu auras d'autant plus de meilleurs résultats. Mais il faut être fou à penser que tu auras des résultats en répétant toujours les mêmes actions que précédemment si ça ne t'a jamais apporté de nouvelles solutions. Mets en place de nouvelles actions qui par la suite, par répétition, deviendront de nouvelles habitudes qui te permettront justement d'atteindre tes objectifs parce que tu auras fait un changement pour le mieux vis-à-vis de ce que tu veux. Et toujours cette question d'action pour faire suivant ce que tu veux et non pas faire pour faire. Bon, et du reste, je vais m'arrêter là parce que je parle, mais le temps passe. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour voir comment je vais réussir à atteindre l'objectif d'avoir ma propre salle de sport. Qui sait, peut-être que si vous me soutenez, je serai Clément et vous aurez également l'accès à cette salle en avant-première. Ce sera le cas. Je vous dis à très bientôt.